Normalement, on doit l'entendre. Mais Et voilà. et le chrono s'est déclenché. Donc on peut démarrer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour la deuxième semaine des interviews de campagne de Colombe Transition. Ce soir, nous recevons Amélie Delattre. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Colombe Transition est une association locale de citoyennes et de citoyens bénévoles engagés en faveur de la transition écologique, de la préservation de la biodiversité et de la protection des ressources. À l'occasion de la campagne municipale, nous avons souhaité ouvrir un espace de dialogue avec les candidates et les candidats autour de leur vision de l'avenir de notre ville. Nous avons choisi de projeter la réflexion à l'horizon 2050. C'est pas un hasard. 2050 correspond en fait à l'objectif fixé par les accords de Paris pour atteindre la neutralité carbone. Si un mandat municipal dure 6 ans, les politiques locales en matière de transition énergétique, de biodiversité, de mobilité, d'habitat s'inscrivent nécessairement dans un temps beaucoup plus long. Et les retours d'expérience montrent que les transformations significatives nécessitent souvent 15, voire 20 ans. La mandature qui arrive, 2026-2032, sera donc déterminante. Elle va donner le ton de l'ambition portée pour préparer Colombe aux défis écologiques, sociaux, climatiques des décennies à venir. C'est dans ce cadre que Colombe Transition a invité l'ensemble des candidats et candidates déclarés à participer à une interview de 30 minutes consacrée aux enjeux clés de cette transition écologique à l'échelle locale. Vous pourrez retrouver sur notre site internet la liste des personnes qui ont accepté, les liens, les dates des interviews, etc. Et les questions ont été évidemment transmises à tous les candidates et candidats avant, et ce sont les mêmes pour tout le monde, et c'est strictement égal en temps de parole également. Chaque entretien est enregistré et sera disponible pour toutes les listes qui auront été déposées après le 26 février sur notre chaîne YouTube. Voilà. Bon, pour commencer, il y a quelques règles. Les gens qui assistent à la visio ne peuvent pas intervenir, pas, ni parler, ni être vus. Voilà, les candidats sont appelés, ou la candidate en l'occurrence est appelée à répondre le plus directement possible à nos questions. Et puis voilà, et je vous laisse maintenant vous présenter. Vous avez 2 minutes. Je vous remercie. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Colombe Transition pour cette invitation et pour la possibilité que vous offrez à chaque candidat aux élections municipales de Colombe de pouvoir s'exprimer sur des sujets aussi majeurs que la transition écologique. Alors, je m'appelle Amélie Delattre, j'habite Colombe depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis juriste de formation et titulaire d'un DEA de droit de l'environnement obtenu à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà. J'ai tout d'abord travaillé dans un groupement de recherche qui s'appelle le GRIDO, certains connaîtront peut-être, qui est spécialisé en droit de l'environnement, de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, avant effectivement de travailler en tant que cadre dans une collectivité d'un département voisin où je m'occupe plus particulièrement des questions foncières. Alors, je suis sinon élue depuis 2014 à Colombe. J'ai été maire adjoint à l'urbanisme et à la politique de la ville jusqu'en 2020. Et depuis, je suis conseillère municipale d'opposition. Et en parallèle de ces fonctions, je suis également conseillère territoriale depuis 2016 à ce qu'on appelle l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. C'est en fait un établissement intercommunal qui regroupe les 7 villes de notre intercommunalité, à savoir Argenteuil, Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, ce qui me permet d'avoir une vision assez large de notre territoire. Il faut savoir que les communes de ce territoire Boucle Nord de Seine ont des engagements communs en matière notamment de climat, d'air et d'énergie. Et elles ont des engagements aussi consolidés en matière de production de logements, donc c'est assez intéressant. Et puis, elles ont des enjeux environnementaux communs, puisqu'on est dans la boucle de la Seine, avec des espaces naturels et agricoles de grande ampleur, comme par exemple la plaine d'Argenteuil. Et nous avons un réseau important de voies vertes au cœur du tissu urbain. Alors voilà, je suis candidate aux élections municipales pour porter un projet pour On va Colombe. passer bientôt à la première question. Voilà. Ouais, on va vous C'est demander. Fabienne Voilà. qui pose la première question.
Je vous écoute. Ça marche. Donc du coup, première question, premier thème de cette interview ce soir, on va parler solidarité. Donc en 2050, on sait que ce sont les citoyens les plus fragiles qui seront les plus vulnérables face aux futurs défis et notamment face au réchauffement climatique. Cela va aggraver les inégalités. Quelle colombe voulez-vous construire en 2050 pour inclure l'ensemble des Colombiens et des Colombiennes, leur garantir les moyens de bien vivre dans notre ville? Quelles seront vos actions prioritaires? Alors effectivement, en 2050, c'est demain, hein, quelque part, 2050. On sait que les habitants les plus fragiles seront certainement les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique. Notamment, on sait qu'on sera impacté par des canicules plus fréquentes, une certaine précarité énergétique, des logements qui sont souvent mal isolés, des difficultés aussi d'accès aux services et notamment aux services publics. Donc, si nous n'anticipons pas maintenant, les inégalités vont se creuser encore davantage. C'est pour ça qu'il est important, dès maintenant, en fait, de construire une ville qui soit plus protectrice, plus inclusive et surtout plus solidaire, et où chacune et chacun, finalement, dispose des moyens de bien vivre. Alors d'abord, nous devons faire de Colombes, et c'est un véritable enjeu, une ville qui est résiliente face au climat, avec un plan de rénovation énergétique des logements, notamment et en priorité les logements sociaux, qui sont des logements qui sont parfois des vraies passoires thermiques. Donc il faut qu'on améliore les performances thermiques de ces logements, il faut qu'on les sécurise aussi, et qu'on réaménage les espaces communs et les espaces extérieurs en végétalisant davantage les pieds d'immeubles et les rues qui bordent ces logements sociaux. Et nous devons également ne pas oublier les logements privés et proposer des aides pour les travaux concernant la rénovation énergétique. On sait que ce sont des travaux qui coûtent excessivement cher et qu'on a des propriétaires privés qui ont du mal à s'engager dans ces travaux. Donc l'idée, c'est peut-être d'avoir un fonds municipal d'aide pour aussi les copropriétés privées qui ont du mal à engager ces travaux. L'idée aussi, pour préparer 2050, c'est de créer davantage d'îlots de fraîcheur, de végétaliser les quartiers, d'adapter les écoles avec des travaux de rénovation énergétique et puis aussi travailler sur la végétalisation des cours d'école. Nous devons renforcer les dispositifs aussi d'accompagnement des personnes à la fois âgées et isolées lors des périodes de forte chaleur. On sait qu'on a un plan climat grand froid, et bien on peut peut-être avoir aussi un plan climat justement quand on a des très très fortes chaleurs. Il faudra aussi renforcer, à mon avis, l'accompagnement des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont très souvent isolées et des aidants. Enfin, l'espace public et les bâtiments municipaux doivent aussi jouer leur rôle. Ils doivent être accessibles à tous en période de forte chaleur. Enfin, il faut que nous ayons un regard particulier sur le tissu associatif local qui accompagne notamment les personnes qui sont en précarité. Il faut encourager notamment l'engagement citoyen. Et la ville, peut-être, pourrait être à l'initiative de recruter de jeunes citoyens qui pourraient s'engager à aider les personnes en difficulté, comme par exemple les aider dans leurs courses. On sait que quand il fait très chaud, c'est difficile d'aller faire ses courses. On doit essayer de développer cet engagement citoyen qui est très important dans ces situations. Alors, pour lutter durablement contre les inégalités, nous devons agir, c'est vrai, dès l'enfance. Cela implique, je pense, un accès renforcé au soutien scolaire, à la culture, au sport aussi. Et nous devons développer une restauration scolaire accessible et surtout de qualité, avec une alimentation saine, car on sait que beaucoup d'enfants n'ont pas une alimentation très saine chez eux. Donc, c'est important en matière de restauration scolaire qu'on leur propose au moins un repas le midi de qualité. Et puis, bien sûr, il ne faudra pas oublier l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, qui est une priorité
pour les amener à pouvoir s'émanciper. Enfin, n'oublions pas l'économie locale au service de l'inclusion. Nous devons soutenir une économie sociale et solidaire et développer des emplois qui sont liés à la transition énergétique, à la transition écologique. On a un véritable vivier d'emplois en la matière et il faut essayer de s'y intéresser de très près pour permettre à des jeunes d'accéder à l'emploi. Et il faut développe les clauses sociales dans les marchés publics aussi. Elles ne sont pas suffisamment développées. Voilà. Alors, nous allons essayer de développer les autres questions maintenant. Voilà, donc la seconde question, elle porte sur l'accès aux ressources, que sont l'eau, l'énergie, le chauffage. Le chauffage, c'est pas une ressource en soi, mais pour les gens, c'est extrêmement important. Donc en 2050, les questions de l'eau, de l'énergie, ça deviendra une contrainte vraiment majeure qui entraîne aussi bien le déclin de la biodiversité, parce que le manque d'eau, c'est aussi un problème pour la biodiversité, que ce soit dans les espaces publics ou privés. Ça provoque des risques sanitaires et ça augmente aussi la fragilisation de nos infrastructures vitales, le chauffage, la mobilité, simplement, la communication. Donc, selon vous, comment construire une ville capable d'assurer l'accès équitable aux ressources et la pérennité de l'action publique face à ces changements? Alors effectivement, en 2050, l'accès à l'eau et à l'énergie ne sera certainement plus une évidence. C'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu social et c'est un enjeu démocratique. On sait les tensions sur les ressources avec les épisodes de sécheresse, les pics de pollution, les pics de consommation énergétique et la fragilisation de certains réseaux auront un impact sur la biodiversité, sur la santé publique et sur le pouvoir d'achat des habitants. Alors face à cela, Colombes doit devenir une ville plus sobre, plus résiliente et plus équitable. Il faut accélérer massivement, c'est vrai, la rénovation thermique des bâtiments publics, des écoles, des équipements sportifs. On a beaucoup d'équipements sportifs à Colombes et c'est vrai que ça pose des questions. Nous devons aussi, comme je l'ai dit, accompagner les copropriétés et les logements privés. Moins consommer, c'est protéger à la fois donc le climat et le budget des habitants, parce qu'on sait que les factures d'énergie pèsent énormément sur le budget de nos concitoyens. Pour sécuriser et diversifier nos sources d'énergie, nous devrons développer des énergies renouvelables locales, et notamment le solaire sur tout ce qui concerne les toitures publiques, sur les bâtiments publics. Nous devrons essayer aussi de développer des réseaux de chaleur performants et s'intéresser de près aussi à la géothermie qui est développée déjà dans de multiples villes. Donc, on a déjà des retours d'expérience et on doit s'appuyer aussi sur ça pour développer un projet de géothermie. Cela permettra de réduire notre dépendance aux fluctuations extérieures et de stabiliser les coûts pour les familles. Concernant l'eau, il est très important qu'on la préserve, qu'on préserve cette ressource et qu'on la gère mieux. Alors cela passe, et c'est une vraie question et un vrai enjeu, par la modernisation des réseaux d'eau, pour éviter les fuites. Et ça, c'est un véritable coût pour nos collectivités. Et il faudra qu'on l'ait bien en tête parce que ce sont des enjeux prioritaires, mais avec un coût financier très important. Donc, il faut qu'on l'anticipe déjà et qu'on prévoie une programmation pluriannuelle là-dessus. Il faudra ensuite s'occuper de la désimperméabilisation des sols et de la récupération des eaux pluviales pour les espaces verts. L'idée aussi, ce serait de développer une tarification plus juste qui garantit un accès vital à tous, tout en encourageant en fait des usages responsables. Il faut sensibiliser la population aux économies, à la fois économie d'eau, économie d'énergie. C'est une sensibilisation qu'on doit développer dès le plus jeune âge. On va bientôt passer à la question suivante. Alors, suivante. la ville, il faut essayer de la végétaliser davantage avec des sols qui soient vivants et des trames vertes continues et qui retiennent mieux l'eau et qui permettent de rafraîchir à la fois l'air et limiter les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs. Enfin, l'équité doit guider
notre action publique. Et comme je l'ai dit, c'est assurer un accès équitable aux ressources, parce que c'est garantir la dignité, la santé et la cohésion dans notre ville. Voilà. Laissez Fabienne avancer sur Ouais. la question suivante, sinon on n'aura pas le pense qu'on temps en une je pense qu'on demi-heure. pourra faire le lien puisqu'on va parler adaptation du cadre de vie. Et effectivement, on en parlait, la ville sera certainement soumise à beaucoup d'événements climatiques majeurs comme des tempêtes, des inondations, on a parlé des canicules, des sécheresses. Donc on va être obligé d'adapter la ville et avec une politique d'urbanisme volontariste. Comment comptez-vous, du coup, adapter l'urbanisme, le parc de logement de la commune pour qu'on puisse répondre simultanément aux enjeux climatiques, du changement climatique, mais aussi aux évolutions démographiques? On sait que Colombes est une ville qui s'agrandit énormément, tout en maintenant une ville de proximité. Donc, dans ce cadre-là, comment vous comptez garantir l'adaptation du cadre de vie et la maîtrise des coûts pour les habitants? Alors, c'est certain que Colombes, comme je l'ai dit, devra faire face à des canicules plus longues, des épisodes de fortes pluies. On en a déjà, mais ce sera certainement bien plus important en 2050. Des sécheresses et des tempêtes plus fréquentes. Donc, l'urbanisme, finalement, ne peut plus être pensé complètement comme maintenant. Il doit devenir un outil majeur d'adaptation climatique, de justice sociale et surtout de qualité de vie. Donc, une de nos priorités sera de construire une ville qui soit plus résiliente et plus fraîche. Donc, l'idée, c'est de limiter au maximum l'artificialisation des sols et de désimperméabiliser dès lors qu'on le peut les espaces publics, avec une volonté de planter des arbres sur notre territoire et de développer des trames vertes continues, parce que c'est ça la difficulté avec les trames vertes, il faut qu'elles puissent, il faut qu'on ait une continuité, un continuum, et ça c'est un vrai travail à faire. Donc chaque nouveau projet urbain devra intégrer des exigences fortes, à la fois de la ventilation naturelle, des matériaux durables et rafraîchissants, une gestion intégrée des eaux pluviales. Il faudra faire en sorte qu'on ait toujours des expositions multiples et pas être mono-orienté. Donc l'objectif va être simple, c'est de faire baisser la température en ville et surtout de réduire les risques d'inondation. On sait qu'on est fortement impacté à Colombes avec la Seine. Également, il faudra qu'on adapte le parc de logement aux défis climatiques et démographiques. Donc, il faut, c'est sûr, accélérer la rénovation thermique des immeubles qui existent pour réduire les consommations énergétiques et protéger les habitants des fortes chaleurs comme du froid. Mais les nouvelles constructions doivent être exemplaires sur le plan environnemental et être pensées aussi pour être évolutives, afin de répondre au phénomène de vieillissement de la population qui va nous toucher, mais également aux familles monoparentales ou aux personnes seules. Donc, adapter la ville, c'est préserver aussi une ville de proximité. C'est très important. Nous devons avoir la possibilité de maintenir des commerces, des services publics, des écoles, des équipements qui soient accessibles à pied ou à vélo. Moi, je suis pour une ville où on marche. Donc, il faut qu'on réfléchisse à. Certains parlent de la ville du quart d'heure, mais en tout cas, à une ville qui soit compacte, mixte, mais bien desservie et qui permet de limiter des déplacements contraints et qui impacte finalement le porte-monnaie des ménages. Ça tombe, la Ça va question faire une très suivante belle transition. va exactement dans ce sens-là, puisque la question suivante porte sur la mobilité. Tout à fait la continuité. Donc, on est dans une ville qui dispose quand même de beaucoup d'atouts. On a des trams, des bus, des pistes cyclables, 4 gares, des axes routiers importants, des proximités de la 86, par exemple. Donc, l'adaptation nécessaire au changement tant climatique que démographique, c'est aussi l'adaptation des usages et de la sécurité, puisque pour être tranquille et utiliser ces différents modes, il faut aussi se sentir en sécurité. Donc, quelle est votre vision pour faire évoluer ce modèle de mobilité au cours des 25 prochaines années et qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine comme avancée?
Alors, effectivement, on a la chance quand même à Colombes, hein, parfois on râle, mais on a des transports en commun assez nombreux. Certains voudraient qu'il y en ait davantage et je le comprends, hein, pour faciliter nos déplacements. Ces transports en commun, eh bien, ce sont des mobilités durables et qui doivent être accessibles à tous. Mais il faut aussi qu'on développe les mobilités durables et apaisées, telles que le vélo, hein, et puis la marche à pied. Il faut qu'on arrive à réduire en fait la dépendance à la voiture individuelle, mais comme je le dis toujours, sans opposer les modes de transport. Nous devons améliorer les connexions entre les quartiers et les gares, sécuriser les cheminements piétons, ça j'y suis très très attachée, et développer un réseau cyclable plus important, continu et lisible et qui soit protégé. Il faut également multiplier, à mon avis, les stations vélo, hein, les stationnements vélo sécurisés pour éviter de se faire piquer son vélo dès qu'on le pose. Donc, on doit rester, ce qui est essentiel, c'est qu'on reste une ville de proximité, parce que moins les habitants ont besoin de parcourir des longues distances pour travailler, faire leurs courses ou accéder aux services publics, plus la mobilité va devenir simple, économique et écologique. Donc, c'est un véritable enjeu que l'on conserve sur notre ville des services publics, des commerces qui répondent aux attentes des habitants pour leur permettre d'avoir des déplacements qui soient les plus courts possibles et les plus apaisés. Voilà. On est aussi dans la question de l'électrification des véhicules, hein, le développement de l'autopartage, des mobilités partagées. On peut toujours les encourager parce que de toute façon, c'est important. Certains ne peuvent pas être tout le temps en vélo ou à pied, donc il faut aussi leur permettre de pouvoir se déplacer de manière adaptée. Ce qui est très important, c'est de sécuriser les traversées piétonnes. Nous devons soigner les jointures aussi entre les pistes cyclables qui restent encore assez accidentogènes, et notamment dans notre ville, hein. Parfois, il est difficile de traverser un carrefour quand on est cycliste. Donc, il faut apaiser absolument la circulation autour de ces jointures de pistes cyclables. Une chose aussi qui est très importante, c'est de sécuriser la proximité des écoles et les contours des écoles. Je vois trop de déplacements à risque aux abords des écoles. Donc, on a un véritable enjeu de sécurisation des abords des écoles. Enfin, il faut avoir en tête que la justice sociale doit rester centrale dans cette question de la mobilité, parce que la mobilité, ça représente souvent un coût important pour les ménages. Donc, il faudra soutenir, je pense, des dispositifs d'aide au transport pour favoriser des solutions qui soient accessibles à tous et qu'aucun quartier finalement ne soit enclavé. Hein, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse aller dans tous les quartiers de Colombes de manière facile et de manière sécurisée. On va être obligé de Voilà. passer à la question suivante, puisque D'accord. le temps Oui, s'écoule. c'est vrai, ça va vite. Ce sera le dernier thème d'ailleurs de la soirée. On va parler vivant et biodiversité. Donc la biodiversité, ça ne concerne pas seulement la protection de la nature, ça a un vrai impact sur la qualité de vie des habitants, vous l'avez déjà évoqué, la lutte contre les îlots de chaleur, la qualité de l'air, ça a un impact sur la santé. Dans une ville comme Colombes qui est déjà largement urbanisée, les enjeux de biodiversité sont très importants. Pour vous, à l'horizon 2050, comment comptez-vous favoriser la biodiversité et le vivant à Colombes? Comment comptez-vous l'intégrer durablement dans les choix d'aménagement et la gestion des espaces publics? Alors en 2050, mais surtout, surtout dès maintenant, la biodiversité, ce n'est pas pour moi un sujet annexe de l'action municipale. Elle doit être au cœur de nos actions, au cœur de notre capacité à vivre dans une ville qui soit plus fraîche, plus respirable et surtout plus résiliente. Donc on a une ville quand même assez dense à Colombes, et le vivant est une condition essentielle pour nous de la qualité de vie. Alors, nous devons effectivement favoriser la biodiversité
Et ça ne signifie pas seulement planter quelques arbres, même si je suis très attachée aux arbres et à leur plantation. Mais c'est construire une véritable trame verte et bleue, non seulement à l'échelle de la commune, hein, mais je dois dire, et là je reprends ma casquette de conseillère territoriale, à l'échelle de notre territoire et même plus largement. Cela signifie donc qu'on doit essayer de relier les parcs, végétaliser les rues dès lors qu'on le peut. Et ça a un coût, hein, de débitumiser les rues, ça a un coût, mais c'est un enjeu important. Et il faut développer les continuités écologiques via des corridors entre les quartiers. Ça, c'est un enjeu essentiel et c'est un beau challenge, je trouve. Enfin, il faut dire que chaque projet urbain doit intégrer une exigence forte en matière de biodiversité et de nature en ville. Alors, certains proposent de végétaliser les toitures ou les façades. Il faut qu'on poursuive la végétalisation des cours d'école, hein, des cours oasis, qui permettent d'avoir un îlot de fraîcheur pour les enfants. Et puis, il faudrait réfléchir peut-être à arborer des parkings. Parfois, on a des parkings qui sont complètement bitumés, il n'y a pas un arbre. Bon, ben là, on a un travail à faire, hein, notamment chez notre bailleur social Colombe Habitat Public. Il faut développer les plantations qui sont adaptées à notre climat et qui vont être adaptées au réchauffement climatique. Donc, il faut qu'on y réfléchisse dès maintenant. Moi, je pense qu'il faut inscrire la biodiversité dans le cahier des charges de toute opération d'aménagement et même des permis de construire, hein, il faut être vigilant là-dessus. La gestion des espaces publics devra également évoluer. Ça passe par finalement une différenciation des espaces verts, catégorisation peut-être, et en protéger le plus possible. Concernant le zéro phyto à Colombes, on l'applique déjà, donc ça c'est très bien. Et il faut continuer. Il nous reste 3 minutes, Amélie Delattre. Je pense qu'il va falloir qu'on coupe et qu'on Non, mais finissez votre phrase. On vous laisse finir votre phrase et on vous laisse en 2 minutes faire votre conclusion. C'est que la biodiversité, elle ne se décrète pas uniquement depuis la mairie, mais elle se construit avec les habitants. Et moi, j'encourage les habitants, notamment ceux qui ont des jardins, à protéger leurs jardins. Voilà. Et on vous laisse donc 2 minutes pour conclure comme vous le souhaitez. Écoutez, d'abord, je vous remercie pour ce temps d'échange. Moi, je voulais dire que la ville de 2050, eh bien, elle se construit dès aujourd'hui. Donc, c'est à nous, politiques, d'être vigilants et d'impulser les changements. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins avec des transitions majeures qui se cumulent. C'est à la fois la transition écologique, où nous devons répondre à une urgence climatique qui s'impose à tous, une transition foncière avec un foncier qui se raréfie et donc il faut qu'on soit intelligent en la matière pour développer des projets qui répondent à cette raréfaction. Et enfin, on est confronté à une transition des usages avec des problématiques de logement et de travail qui évoluent. Donc face à ces bouleversements, eh bien, nous devons anticiper finalement la ville de demain, identifier les tendances qui vont structurer nos vies et transformer nos façons de faire. Et nous devons nous y consacrer dès maintenant, dès à présent. Voilà. Merci beaucoup. Il vous reste encore presque 1 minute si vous le souhaitez. Hein. Alors. Voilà. On garde 30 secondes à la fin. C'est pas juste pour nous. Bon, eh bien, écoutez, il y aura plusieurs actes dans ces transformations. Hein. Ce sera mieux se loger et accompagner la transition vers des bâtiments bas carbone, accompagner le déploiement des énergies renouvelables, se déplacer autrement et favoriser les déplacements apaisés, et mieux gérer les ressources, notamment en eau, et surtout préserver la nature dans notre ville. C'est un enjeu majeur pour Colombes et j'y suis très, très attachée. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci à vous d'avoir participé également à cette interview. Nous allons donc arrêter l'enregistrement et couper la visio. Et puis, tout le monde peut retrouver, une fois que les listes seront déposées, sur notre chaîne YouTube, l'ensemble des interviews sous forme de vidéo. Voilà. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.